Dans ce talk, je vais vous parler de legacy. Je ne vais pas vous parler de legacy classique, struts, d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Je vais vous parler de vieux legacy. Je vais plutôt vous parler de vieux legacy, 30-35 ans d'âge, donc arrivé à maturité. Et plutôt comment on a modernisé un vieux legacy de cet âge-là progressivement avec des technos d'aujourd'hui. Donc c'est un gros alibi pour vous parler d'Electron et du langage Rust que j'affectionne particulièrement. Donc nous sommes en 2015 chez un éditeur logiciel qui a débuté son activité dans les années 80. Et son legacy, c'est un ERP qui équipe à peu près un tiers des pharmacies françaises. Globalement, c'est l'application que vous avez au comptoir quand vous allez chercher des médicaments dans une pharmacie, et puis ce qui permet derrière au pharmacien de gérer son entreprise, de passer des commandes à ses fournisseurs, etc. L'équipe, on est 70 à peu près, avec une trentaine de développeurs. Le soft, il a été développé de 84 à aujourd'hui, donc il y a à peu près 70 000 jours hommes de développement de fonctionnalités dans le RP. Et la prod, c'est entre 35 000 et 40 000 utilisateurs qui utilisent ce soft tous les jours, 6 jours sur 7, et parfois la nuit lorsque les pharmacies sont de garde. Et tout ça réparti sur un peu plus de 7 000 sites géographiques. Les technos, alors attention, je vais vous faire rêver. ABAL, le langage, donc un vieux langage que encore 2 boîtes, je crois, utilisent en France et une dizaine en Europe. L'OS, un Linux nommé Useet, là aussi plus très connu, enfin, seuls les utilisateurs de ce langage utilisent cet OS, il y a un très fort couplage entre les deux. Et puis l'application, elle est utilisée sur 40 000 postes à peu près, et ces postes, ils sont de 2 typologies. On a d'un côté des platines, donc je vais y revenir juste après, et des postes Windows d'XP à Windows 2010 avec un émulateur de terminal pour faire tourner l'application. Une platine, c'est ça. En gros, c'est un Minitel moderne. C'est un PC, une station diskless qui boot soit par le réseau en téléchargeant une image Linux, soit en bootant sur une ROM qui est préinstallée sur le hardware. Et ça permet d'afficher ce type d'application, donc une application assez proche visuellement de ce qu'on trouve sur le Minitel. Donc globalement, on a sur ces 7000 sites des serveurs Linux qui hébergent l'application, et puis 6 ou 7 postes sur chacun de ces sites qui vont se contenter d'afficher les pixels qui sont affichés sur le serveur. Donc il y a un middleware, en fait c'est un simple client VNC ou X11 quand on est sous Linux, qui se contente d'afficher les écrans qui sont dessinés sur le serveur. Il n'y a absolument aucune intelligence sur les postes des utilisateurs finaux. On nous a soumis un challenge, c'est d'assurer la pérennité de cet écosystème-là, assurer la pérennité technologique, assurer la pérennité en termes d'évolution. Donc vous imaginez que c'est assez compliqué de trouver des compétences sur le marché non pas qui sont capables d'apprendre le langage, de se mettre dans cette techno, mais des gens qui ont envie d'avoir ça sur leur CV et de déployer leur employabilité avec des technos qui sont plus vraiment utilisés. Donc ça, c'était un vrai challenge. Et puis, 40 000 postes, ça ne se renouvelle pas comme ça. Donc il y avait un challenge qui était de renouveler progressivement ce hardware assez ancien, d'être capable donc, de moderniser progressivement pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, mais avec des compétences disponibles sur le marché. Donc en gros du Java côté back et du JavaScript côté front. Et puis d'ouvrir la plateforme pour proposer aux utilisateurs ne serait-ce que l'usage du copier-coller. Vous êtes dans un émulateur terminal quand vous êtes sous Windows, donc vous imaginez que vous voyez l'écran qui est dessiné sur le serveur, mais si vous avez un bout de texte dans Word, vous ne pouvez pas le copier-coller dans l'application parce que vous avez juste un espèce de viewer. Donc à l'époque, ce truc-là était plutôt attendu par les utilisateurs, et donc on les a fait rêver en 2016 quand on leur a amené le copier-coller. La première réaction, quand on a regardé un peu le problème, ça a été de dire c'est impossible, il faut repartir d'une feuille blanche, on n'y arrivera pas, il faut faire du code, il faut faire des specs, il faut faire du code, il faut faire des tests. Et ça, c'était clairement pas possible économiquement. Il fallait continuer à faire évoluer le soft et on ne pouvait pas tout réécrire pendant des années. Donc la deuxième réaction plutôt, ça a été de penser à courir, vraiment.
Et puis, on s'est dit que finalement, c'était peut-être une super opportunité pour apprendre des technos, pour essayer de faire ce qui nous paraissait un peu impossible, mais on s'est dit, on va quand même réfléchir. C'est quoi les problèmes ? Il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est de faire tourner l'applicatif dans un browser. Pour faire du web, c'est mieux. Ensuite, il va falloir faire tourner ce browser sur notre vieux Linux, parce que on doit le faire tourner à la fois sur notre hardware déployé, mais aussi sur le nouveau hardware de demain, parce qu'on a 40 000 sites et on ne peut pas envoyer nos techniciens avec leur petite camionnette changer 40 000 sites, changer 40 000 postes sur 7 000 sites géographiques, ça va nous coûter trop cher. Et puis le dernier challenge, ça a été de dire, finalement, si on arrive à faire les 2 premiers, qu'on arrive à webiser l'application, va peut-être falloir s'occuper de la base de données, qui est encore un séquentiel indexé, pour être capable de faire des nouveaux modules en nouvelle tech. Donc on s'est attaqué au premier problème, faire tourner l'application dans un browser. On a identifié quelques contraintes. Le premier, c'est la perf. Il faut être capable de proposer une solution qui, sur chaque interaction utilisateur, entre un clic ou une validation d'un formulaire et l'affichage de l'écran suivant, l'application est hyper performante et elle répond en moins de 200 millisecondes. On doit être capable de déployer notre nouvelle version à grande échelle sans envoyer nos techniciens avec leurs camionnettes, parce que ça va encore nous coûter trop cher. Donc il faut un truc qui est transparent, qui s'installe la nuit et que quand les utilisateurs arrivent le matin, l'application soit upgradée. Être capable de continuer à faire évoluer l'application, donc c'est pas arrêter toute la R&D pour faire ce projet, mais finalement pas déranger les gens qui font évoluer le soft à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi qui sort, ce qui arrive très régulièrement, et être capable de shipper des versions tous les 4 mois, tout en parallèle avec une poignée de ninjas, faire en sorte que ce truc-là puisse tourner aussi dans un browser. Tout ça en ayant un interrupteur pour tourner à la fois en mode web et à la fois en mode Minitel, au cas où clairement on merderait sur la partie web, ce qu'on a fait. Je vous ai parlé d'Abal, et après je vous parle un peu de nouvelle tech, c'est pas une conf sur Abal. Pour comprendre comment le moderniser, on a dû faire un peu d'archéologie. Donc on est remonté assez loin. Abal, c'est né avec le BAL, le Business Application Language, qui est sorti avec le Micral S, qui est le 3e micro-ordinateur en fait, basé sur un processeur. C'était 3 ans après l'invention du processeur par Intel. Et ce truc-là, donc ce Micral S, qui était sorti par Bull à l'époque, il est arrivé avec le BAL. Et puis, l'éditeur pour lequel je travaillais, en 84, a commencé à développer sa solution. Et puis, quelques années plus tard, il y a une spin-off de Bull qui s'est créée, puis qui a réécrit en C la BAL pour ajouter des fonctionnalités, permettre aux développeurs de faire des procédures et des fonctions et arrêter le GoTo, ce qui était visiblement à l'époque une révolution pour beaucoup pour l'écosystème de l'époque. Et puis le compilateur, toute la chaîne et le runtime ont été réécrits pour faire en sorte d'avoir un runtime portable sur différents environnements. Donc la plateforme, du coup, le runtime, c'est une machine virtuelle à base de registres qui tourne sur différentes plateformes. C'est une librairie standard hyper rudimentaire qui permet de faire globalement de l'arithmétique. Un mécanisme de FFI qui permet d'étendre les fonctionnalités du langage en branchant des fonctions C pour pouvoir ajouter d'autres choses et donner un peu des super pouvoirs au langage. Et puis un SGBD ISAM qui s'appelle Criteria, donc des fichiers séquentiels indexés comme on trouve dans le monde COBOL, si certains en ont fait à une époque. Un programme Abal, ça ressemble à ça. Donc vous avez une suite d'instructions avec un segment 0 qui est un main. Vous pouvez déclarer des variables. Et puis après, il y a 2 instructions fondamentales. Il y a une instruction print qui permet de printer des choses à l'écran. Généralement, on peut filer à cette instruction le numéro de colonne et le numéro de ligne, parce qu'à la base, on travaille sur une grille de 80 colonnes et 120 lignes, je crois. Et puis l'instruction ask qui permet de mettre le programme en pause et d'attendre sur l'entrée clavier sur la stdin que l'utilisateur saisisse quelque chose. Et puis quand la touche qui est mise dans le masque de saisie, la touche entrée, la touche de validation est frappée, à ce moment-là, le programme met la valeur saisie dans une variable et exécute l'instruction suivante. Donc globalement,
ça exécute des instructions, ça affiche des trucs à l'écran et ça attend des entrées clavier. Ce truc-là est compilé dans un bytecode qui s'appelle le T-code que vous voyez à droite, qui est assez lisible et qui nous a donné plein d'idées. Donc au départ, on a fait un brainstorming et on s'est dit, le truc, c'est que les points d'entrée-sortie, les frontières, c'est les prints et les as, donc il faut qu'on hack le système et qu'on reprenne le contrôle des opérations en charge de la UI. Donc on s'est dit, on va parser la base de code, transpiler le code vers un autre langage, comme ça on aura complètement le contrôle du runtime et puis on fera un peu ce qu'on veut. Quand on a regardé, c'était pas si simple que ça. Le memory layout était très calqué au memory layout de C. C'est pas vraiment un runtime indépendant de la plateforme. C'est pas vraiment la JVM en fait. Alors après on s'est dit, ok, bon, on va traduire le T-code vers un autre bytecode parce que c'est du bytecode. Puis là, finalement, c'est pas si simple non plus parce que traduire un machin qui fait des goto dans un bytecode, donc nous on est des javaïstes, donc on s'est dit on va traduire ce bytecode en bytecode Java. Ah, c'est pas trivial, et puis c'est pas trop notre métier en fait. Et après on se dit, peut-être qu'en fait on pourrait écrire une machine virtuelle en Java qui interpréterait le T-code. Et là on s'est senti vachement plus à l'aise, on a fait un POC, on a implémenté une calculette. Puis après, on a regardé, on a dit, ouais, il y a quand même 256 instructions assembleurs, il y a des effets de bord qui sont utilisés par les programmeurs parce que le truc était bourré de bugs et les mecs ont programmé avec les bugs, enfin reproduire les bugs. On se dit, on garde ça dans un coin. Et puis après peut-être un peu trop de caféine, on s'est dit, si on transformait l'application en jeu vidéo. Alors comment faire ça? Alors je vous ai parlé tout à l'heure que le langage il propose un mécanisme de FFI. Donc les FFI ça s'appelle des BDA dans ce monde-là. Donc j'ai repris mon exemple de tout à l'heure et je vous illustre ici avec la fonction additionne qui additionne deux int et renvoie le résultat, une fonction implémentée en C et bindée dans le langage. Donc on a un système qui permet d'écrire en langage C des fonctions additionnelles et de les binder, de pouvoir les utiliser facilement. Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, l'éditeur du langage avait proposé une BDA qui s'appelle Visual, qui permettait non seulement au langage, donc toujours de faire des prints et des asks sur une grille de lignes et de colonnes, mais qui permettait aux développeurs de dessiner un peu comme dans un canvas avec des coordonnées XY, de faire des traits, de balancer des images, de faire des rectangles, de les remplir, etc. Et l'application, elle avait été un peu modernisée à l'époque, elle ressemblait à ça, à une application un peu fenêtrée avec des blocs, enfin un Minitel rose en l'occurrence, un peu évolué. Et on s'est dit, ce truc-là est génial. On est super fort en C et donc on a écrit ce code-là. Donc on a remplacé le truc qui faisait du dessin dans un frame buffer X11 par un truc qui fait du printf sur la stdout et qui vomit du JSON. Et du coup, quand on démarre l'application, on obtient ça. Donc ce truc-là, ça nous a donné une autre idée. On s'est dit, maintenant qu'à chaque fois qu'il se passe un truc au niveau du dessin, on l'a dans la stdout, on va regarder comment c'est fait. Donc ce truc-là, cette BDA, si on fait le parallèle avec Java, c'est AWT. C'est un truc super bas niveau qui dessine des lignes, des traits, etc. Et puis en fait, dans le langage ABAL, il y a une petite librairie qui avait été faite par les développeurs à l'époque, qui est le pendant de Swing, et qui permet de fournir aux développeurs des fonctions réutilisables du genre « dessine-moi un bouton ». Et si on regarde la fonction « dessine-moi un bouton », dont vous avez le résultat à droite, en fait, elle dessine un rectangle, elle colle 3 images une pour le bord arrondi à gauche, le rectangle du milieu, une image à droite, ensuite elle positionne un libellé et puis elle repasse 2 fois la lettre F puisque c'est le raccourci clavier dans une autre couleur histoire de montrer quelle est la lettre du raccourci clavier. On s'est dit chouette, on va rajouter des if un peu partout dans ce truc là pour conditionner vous vous rappelez, on est en double run, donc il faut qu'on garde l'ancien fonctionnement, mais quand on aura une variable d'environnement où on sera en mode web,
bah, on va capter les intentions et on va pas appeler toutes ces fonctions unitaires, on va rajouter des fonctions, dessine-moi un bouton, et au passage, on va pouvoir changer le look de l'application en respectant les mêmes positionnements en termes de coordonnées. Et on va non seulement webiser l'application, mais en plus on va la revamper en la recolorant. Donc comment on a fait ça ? Donc là à droite vous avez la vue du serveur. On a le Exa32 qui est notre machine virtuelle qui démarre le processus principal de l'application. Quand on démarre ce truc-là en mode web, on lui change son driver graphique pour qu'il écrive tout ce qu'il a à écrire sur sa sortie standard. Puis à côté, on a fait un petit serveur en Java avec Netty, qui est un serveur de WebSocket qui se contente de poler la std-out et de balancer sur la WebSocket le flux JSON, en fait, comme si la std-out, pour envoyer la std-out vers le browser. Côté browser, on est content, on reçoit toutes les instructions. Il a fallu réimplémenter la partie dessin en JavaScript. Et puis, brancher des listeners sur le clavier pour que chaque touche pressée, elle soit renvoyée via la WebSocket et puis réécrite sur la std-in en entrée de notre programme pour débloquer les instructions ASC et que le programme historique continue d'avancer. Côté browser, du coup, on a utilisé une techno qui est plutôt utilisée dans les jeux vidéo, en fait, qui s'appelle Easel.js, qui est un truc au-dessus, l'API Canvas d'HTML5, qui normalement est utilisé plutôt pour faire des jeux, comme vous voyez en dessous. Et concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est que notre application, c'est une page HTML avec une balise Canvas, en 1024 par 780. Et puis après, on a toute une lib ES6 qui, pour chaque fonction, donc là, on a en l'occurrence Visual Fill, reçoit toutes les instructions et fait la même chose qui était fait dans le frame buffer avec X11 côté serveur. On le refait côté client. Et puis au passage, on change la peinture et on fait un truc un peu plus joli. Donc concrètement, on est passé de ce truc-là en haut à gauche à ce que vous voyez en haut à droite recoloré. Donc vous avez exactement la même IHM. D'un côté, l'IHM tournait sur le serveur, de l'autre côté, l'IHM elle tourne dans un browser sur le poste client. Au passage, comme on a repris complètement le contrôle de la UI et qu'au niveau du driver vidéo, on est capable d'ajouter finalement des nouvelles fonctions, des nouveaux super pouvoirs à ce vieux langage, on a ajouté des fonctions permettant de faire de l'autocomplétion ou permettant d'ajouter des date pickers, ce qui fait que maintenant dans le code d'origine, on peut ajouter assez facilement des nouveaux composants. Donc concrètement, on a un canvas qui se contente de faire du dessin pour tout ce qui était tout ce qui avait été construit avant. Et puis, quand on a besoin d'ajouter des nouveaux composants web, on a toujours un DOM, on est dans le browser, puis on vient claquer dans le DOM, comme là, un composant avec de l'autocomplétion qu'on vient positionner au bon endroit. Donc là, on était vraiment super fiers, super contents. On a réussi à faire une application IsoBug, isofonctionnelle qui tournait dans Chrome. Et après, il a fallu la déployer, il a fallu être capable de faire tourner ce truc-là sur notre prod. On avait 3 contraintes. La première, ça a été d'être capable de maîtriser les upgrades de versions de navigateur, parce que notre truc était quand même un peu sensible aux versions de navigateur, et il faut bien le retester à chaque changement pour vérifier que tout ce qui est relatif au canvas fonctionne. On avait besoin d'un navigateur fonctionnant sous Windows, ça c'était pas trop dur, et d'un navigateur fonctionnant nativement sur notre vieux Linux, parce que on avait, je vous le redis, 40 000 postes à changer, on pouvait pas tout changer, et on pouvait pas se permettre de maintenir, de forquer, de maintenir 2 versions de l'application. On avait un vieux kernel pourri et une libc assez ancienne qu'on pouvait pas nécessairement upgrader. Donc en fait, notre topologie de déploiement, c'était d'un côté la topologie historique, la topologie émulation terminale, avec des serveurs Linux, le back-end, le browser et la UI qui papotent en WebSocket mais qui restent sur le serveur, avec des serveurs qui potentiellement pouvaient avoir 7-8 ans et 4 Go de RAM. Et dans ce cas-là, on se retrouve à avoir tous les utilisateurs, donc 10 utilisateurs qui ont 10 postes au comptoir et qui vont lancer un browser sur le serveur.
Donc ça met pas mal de pression sur le serveur, sachant que l'application historique, elle était assez peu consommatrice de ressources. Et là, en rajoutant toute notre tambouille, on a fait un truc qui était quand même pas super léger. Et puis, la nouvelle topologie client-serveur, où on avait des posts Windows simples avec un browser, et puis un canal HTTP WebSocket pour papoter avec notre backend. Vous connaissez certainement tous Visual Studio Code ou Slack. Ces applications utilisent un framework qui s'appelle Electron, qui est très populaire aujourd'hui. Electron, il est sorti le 23 avril 2015 et ce matin-là, je prenais un café avec Mathieu Ancelin qui est là-bas et Mathieu m'a dit « Ouais, t'as vu, il y a Electron qui est sorti, c'est trop cool, c'est les mecs de GitHub qui ont fait l'éditeur Atom, qui ont extrait leur socle technique et qui en ont fait un framework, c'est pour faire des applications de desktop en JavaScript. » Et là, je me dis « Oh, c'est cool, on va tester. » Donc le 24, avec Mathieu, on a testé. Et du coup, c'est ce qu'on a utilisé. Donc Electron, c'est quoi? Donc comme Chrome fonctionnait pas, parce que Chrome, ou Chromium, quand vous l'installez, il vient avec des dépendances avec GTK, le toolkit de GNOME. Nous, on avait des trucs trop vieux, ça marchait pas. Il nous fallait un browser sans dépendance avec des composants, des libs de UI. Donc du coup, Electron, en fait, c'est le cœur de Chrome, c'est lib Chromium Content, plus Node.js. Donc concrètement, c'est vous écrivez un main en JavaScript qui est motorisé par Node.js, et puis vous avez une petite API qui vous permet de manipuler simplement lib Chromium Content, c'est le moteur de Chrome, pour spawner ce qu'on appelle des browsers Windows, qui sont l'équivalent en fait des onglets Chrome. C'est vraiment des processus indépendants. Et puis Electron vient avec tout un tas avec un mécanisme IPC qui vous permet de contrôler un peu ces browsers Windows à l'aide depuis le main process. Si on regarde du code, voilà, ça se fait comme ça. Donc sur la gauche, vous avez le main.js, donc vous importez la lib Electron, vous faites un new browser Windows, vous lui donnez toutes ses propriétés de dimension, vous pouvez faire choisir l'apparence, vous pouvez faire des fenêtres transparentes, ajouter des barres de menu, interagir avec la fenêtre au niveau OS. Dedans, vous avez une fenêtre qui est vide. Dedans, vous loadez une ressource, en l'occurrence une ressource HTML. Et puis, votre UI de votre application desktop, vous allez la coder avec des technos du web, donc HTML, CSS, JavaScript. C'est ce que vous avez sur la gauche. Vous avez la page index.html qui elle-même peut charger une ressource JavaScript. Donc, on parle de main process, et pour les browsers Windows, les processus de rendu, on parle de render process. Il y a un truc auquel il faut faire super gaffe, c'est qu'il ne faut pas s'amuser à faire un browser. Electron, c'est une techno qui est super bien, mais qui peut être super dangereuse, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est le code JavaScript que vous exécutez dedans, il a accès à toutes les API Node.js. Donc si vous chargez des ressources JavaScript que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez faire n'importe quoi. En bas à droite, je vous ai mis un petit exemple. On peut importer l'API FS de Node.js et lister les fichiers qui sont à la racine ou les supprimer. Du coup, vous avez plutôt intérêt à charger du code à vous et pas vous amuser à dire « Ah, on va rajouter une fonctionnalité pour les utilisateurs pour aller sur Internet et charger potentiellement du contenu malveillant. » Du coup, ça nous a permis de construire ce truc-là qu'on a appelé le poste de travail unifié. C'est notre espèce de browser applicatif qui permet de motoriser que nos applications à nous, qui est composé de 3 browsers Windows. Donc on a une barre en haut qui nous permet d'accéder aux applications SaaS, parce qu'on n'a pas fait que des vieux trucs, on a fait aussi des trucs super modernes. La partie principale, vous retrouvez ce que je vous ai montré avant, donc notre canvas dans lequel on dessine notre vieux machin, et puis un chat pour que les utilisateurs puissent parler avec les équipes de support. Et là, ensuite, on a mis tout ça en production parce qu'en fait, on s'est dit qu'on n'a pas besoin d'aller voir le moteur séquentiel indexé, il allait bien, et finalement,
déjà mettre ça en production, ce serait pas mal. Et pendant 6 mois, j'aime bien cette vidéo, pendant 6 mois, ça a été vraiment un peu ça, quoi. On a vraiment eu l'impression d'être dans le moteur. Alors là, on a été super content d'avoir notre double run et notre interrupteur pour être capable de rollbacker facilement, parce qu'il y a quand même eu des bugs, on a découvert des bugs assez particuliers. Alors, on n'est pas des experts Linux, même si on utilise depuis longtemps. On a découvert qu'on avait des Linux qui tournaient avec un driver VESA. Le driver VESA, c'est le driver vidéo un peu générique sous Linux. Et du coup, vous n'avez pas l'accélération matérielle, ce qui peut être un peu dommage quand vous faites du dessin. On a découvert des gros leaks dans Chromium. On était super contraints sur le positionnement des caractères, donc on a dû utiliser des tas de fonds différents pour émuler les prints historiques. Et quand vous chargez plus de 18 fontes dans un browser, ça vous crée des leaks de folie, et ça a été un peu compliqué à bien garbager les ressources. Surtout dans le cas où on était dans notre topologie historique, où nos browsers ils étaient tous colocalisés sur le serveur. Voilà, et je vous passe. On a eu plein de problèmes. Un autre problème, si quand même assez sympa, c'est quand vous faites une application web, généralement vos utilisateurs, imaginez une application web avec 4 pages. Vous avez une première page qui s'affiche avec un formulaire. Vous remplissez le formulaire, vous soumettez, l'utilisateur, il attend l'affichage de la deuxième page avant de saisir le contenu. Là, on est dans une application où les utilisateurs, ils l'utilisent depuis 10 ou 20 ans, ils connaissent les process métiers par cœur, ils ne regardent pas l'écran, et ils tapent comme des malades des rafales de touches sur le clavier. Et à un moment donné, ils appuient sur une touche de fonction F11, et là, ils ont... lu la carte vitale, bipé 4 produits, fait un paiement par carte bancaire, et là ils attendent à ce que le truc il imprime le ticket, et voilà, merci madame, au revoir, attention ça donne la diarrhée, et c'est fini, quoi. Et sauf que du coup ça c'est pas un pattern du web. Quand vous faites une application web, vous ne pouvez pas saisir sur le premier écran le contenu de 4 formulaires de 4 pages différentes. Donc du coup, on a dû développer des mécanismes de bufferisation de touches pour être capable de ne pas perdre les touches et de faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas le temps de voir s'afficher les écrans intermédiaires et que ça soit aussi rapide que sur le Minitel historique. Bref, c'était assez marrant. Le dernier problème qu'on a dû résoudre pour pouvoir continuer de faire évoluer l'application, c'est remplacer la base séquentielle indexée par un data store moderne, transactionnel et accessible en Java. Donc là aussi, il y avait quelques contraintes. Il y avait à peu près 500 fichiers, 500 tables. Il y avait des fichiers multistructures. Parce qu'à une époque, il y a eu une mode qui était d'utiliser des fichiers avec, en fonction du contexte métier, des structures de rows différentes. Un peu... une base orientée documents dans des fichiers séquentiels. Donc ça, voilà. Une trentaine de primitives d'accès pour lire, écrire, se balader dans les fichiers, loquer des enregistrements, etc. On devait conserver le niveau de performance. Autant vous dire qu'un séquentiel indexé, quand vous utilisez des fichiers en passant par des index, ça va plutôt vite en fait. Et puis proposer une migration automatique des données. Donc là encore, on installe l'application, on n'envoie pas les camionnettes, ça se passe la nuit, et le matin on démarre, ça marche, les données elles sont migrées, et derrière on a autre chose. Donc là on a utilisé Postgres parce qu'on aime bien Postgres, on a un peu plus de 12 Tera de base Postgres, c'est une techno qu'on maîtrise bien. Et puis Rust parce que ça nous semblait assez cool en fait au départ. Et puis la techno avait de bonnes propriétés, je vais vous expliquer. Pourquoi faire ? Pour réécrire le driver d'accès à la base de données. Donc en gros, imaginez, vous êtes dans le monde Windows, dans à peu près n'importe quel langage, vous avez besoin d'accéder à une base de données, vous utilisez un truc qui s'appelle ODBC. Dans ce monde-là, il y a un truc à peu près pareil, qui est un driver ISAM qui permettait d'accéder à ce truc-là super propriétaire et du coup qui implémente les différentes primitives d'accès. Donc on a choisi Rust. Alors Rust c'est quoi ? C'est un langage qui a été fait par un gars de Mozilla au départ en tant que projet perso et puis qui a rapidement en 2010 été sponsorisé et open sourcé par Mozilla et qui est sorti vraiment mature pour la prod en 2015 et aujourd'hui qui a
a un écosystème qui est une communauté, un écosystème qui est assez riche. On a sur Krat.io, qui est le NPM du monde Rust, un peu plus de 18 000 libs. Sur GitHub, on a plus de 35 000 repos, ce qui est pas mal. Alors pourquoi un nouveau langage? Alors Rust, ça target, c'est un langage pour la programmation système qui se veut moderne, rapide et qui garantit les erreurs de segmentation et qui vous permet de faire de la programmation concurrente, donc qui vous assure la sûreté entre threads. Généralement, quand on présente Rust, on le présente sur cette échelle en bas à droite où on positionne les autres langages. Donc vous avez l'échelle qui vous montre les langages qui vous permettent d'avoir du contrôle sur la mémoire et les interfaces avec l'OS, et puis d'autres langages qui tendent vers la sûreté, un peu comme Haskell. Rust, il essaye de faire un peu les deux. C'est de vous permettre toujours d'avoir un grand contrôle, d'être près du bare metal, vraiment d'être près de la machine, près de l'OS si vous avez besoin d'être, de faire des choses un peu bas niveau, mais pas comme le C++ où il faut faire super gaffe, où le compilo vous aide à pas faire n'importe quoi. Un des objectifs, on dit que Rust est un langage moderne parce qu'un de ses objectifs c'est de corriger les défauts du C++. Donc quand on s'intéresse à la sûreté mémoire, à la gestion des ressources, quand on regarde les différents langages, historiquement on faisait plutôt en C, des malloc et des free. Après il y a les compteurs de référence qui sont apparus avec les smart pointers en C++ ou Arc en Objective-C. Bien sûr, avec Java, Go, Ruby et Garbage Collector. Rust, il amène une vraie innovation là-dessus, c'est le borrow checking. Le borrow checking, c'est quelque chose qui va faire en sorte que le compilateur il va vous contraindre à écrire du code pour que le compilateur ait suffisamment d'informations pour savoir quand allouer et quand libérer la mémoire. Et vous n'allez pas payer ça à runtime parce qu'en fait, c'est vraiment à la compilation que l'intelligence va se faire, et du coup, à runtime, vous n'allez pas, on parle de zero cost abstraction, vous n'allez pas avoir de coût à runtime, vraiment c'est fait avec de l'analyse statique à la compilation. C'est un langage qui a tout d'un grand, donc il a tout ce que les nouveaux langages d'aujourd'hui proposent, que ce soit le type algébrique de données, le pattern matching, l'inférence de type, vous pouvez faire plein de choses. Et nous, ce qui nous intéressait dans notre choix de Rust, c'était sa compatibilité avec le C. C'est hyper facile d'appeler du C depuis Rust ou d'appeler du Rust depuis C. Et il y a une compatibilité binaire. Donc quand vous produisez des binaires, vous avez un truc qui s'appelle l'ABI, l'Application Binary Interface. En fait, avec Rust, vous êtes capable de produire des libs dynamiques, des libs statiques ou des binaires qui respectent la même ABI que si vous aviez codé en C ou en C++. Et donc, du coup, vous êtes capable de manipuler des types C en Rust et de manipuler de la mémoire allouée en C et de la modifier en Rust. Donc, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, c'est assez puissant. Si on regarde un peu Rust, déjà c'est super simple à installer. Vous avez un outil qui s'appelle RustUp qui vous permet de l'installer, de choisir votre target. Donc vous avez un système de cross-compile où vous pouvez targeter à peu près toutes les plateformes. Vous pouvez même targeter maintenant le web avec WebAssembly, mais ça pourrait être un sujet d'une conf entière. Ensuite, vous avez un outil qui est un peu le Maven en quelque sorte du monde Rust, qui s'appelle Cargo, qui vous permet de créer vos projets, qui est un descripteur de déploiement, donc le Cargo Toml, qui vous permet de manager vos dépendances et de mettre toutes vos métadonnées en fonction de ce que vous voulez builder. Ça vous permet de builder, bien sûr, si vous voulez builder une lib ou un projet, un exécutable. Donc le Cargo Toml, ça se présente de cette manière-là. Vous donnez un nom de version des dépendances et derrière, il va s'occuper de tout pour aller... un peu comme NPM dans le monde JavaScript, il va aller télécharger sur Krat.io les dépendances, les sources des dépendances, il va s'occuper ensuite de builder, de linker tout ça lorsque vous utilisez du code des libs qui sont dans vos dépendances. Rust, ça ressemble à quoi ? Vous avez un point d'entrée, un main,
Vous avez la capacité, bien sûr, de faire des fonctions, de renvoyer voilà, des types options, un peu comme vous avez en Java ou dans d'autres langages. Vous pouvez faire du pattern matching. Donc là, en l'occurrence, on appelle une fonction getDay. On match les deux types de réponses, soit rien, soit il y a quelque chose. On a la possibilité, on a un système de types qui est hyper puissant. On a la possibilité de faire des types d'alias. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait des alias de type sur le type string, donc ce qui est plutôt basique comme exemple. Mais je vous ai mis juste un petit exemple à droite pour vous montrer qu'on peut faire des trucs super compliqués. Enfin, super compliqués. C'est pas des trucs super compliqués, mais on peut jouer avec le système de types pour faire de la programmation dirigée par les types et vraiment modéliser ces problèmes en disant je crée un type qui a telle contrainte, donc avec des génériques, en disant voilà, je crée, là en l'occurrence, un type qui est une fonction avec i et b. Je dis que i doit être un itérateur, et puis je donne un certain nombre de contraintes. Donc on va pouvoir vraiment avoir un peu une approche fonctionnelle ou plutôt mathématique des problèmes et définir des types, les assembler ensemble et mettre beaucoup de contraintes à la compilation pour programmer avec les types. Ensuite, on peut définir des structures un peu comme on le ferait en C. Sur ces structures, vous avez une directive qui s'appelle derive, qui vous permet, qui est un genre de plugin que vous pouvez déclarer pour que lors de la compilation, il implémente des traits particuliers pour vous. Donc là, en l'occurrence, j'ai défini une structure talk avec, et j'utilise une instruction de derive et je lui dis, implémente-moi pour cette structure le trait serialize et deserialize pour être capable de serialiser, déserialiser en JSON sans avoir à implémenter ça à la mano. Et ça, donc, il va le faire à la compile, il va générer le code qui va bien. On peut définir des types algébriques de données, donc là en l'occurrence une énum avec les différents types de talk. Sur cette structure, on a la possibilité d'utiliser le mot-clé impl pour rajouter des comportements. Donc là, en l'occurrence, on rajoute un constructeur pour instancier un talk. On a la possibilité d'ajouter des fonctions qui seront accrochées à cette structure pour faire de la programmation orientée objet. Et puis là encore, on a encore un autre exemple de pattern matching. Donc là, rien de bien nouveau. Si vous avez fait, je sais pas, du Scala ou ce genre de choses, c'est des choses qu'on retrouve maintenant dans pas mal de langages. On a le concept de trait un peu comme en Scala, ou ce qui est un équipe, même si c'est pas complètement ça, c'est ce qui se rapproche en Java des interfaces, où on va pouvoir définir des interfaces avec des signatures, mais aussi du code par défaut. On va pouvoir faire des trucs, assembler différents threads pour faire des mix-in, on va pouvoir faire des choses assez sympas. Et ensuite, on a la possibilité d'implémenter ces threads sur des structures qui sont les nôtres, mais aussi sur des structures qui sont les structures built-in fournies par le langage. Donc en l'occurrence, là, j'ai créé un thread période avec deux fonctions, une fonction minute et une fonction days. Et j'implémente le thread période sur le type i32, qui est un int. Et du coup, ça permet d'écrire, comme vous le voyez dans la fonction main, des trucs assez sympas comme ça. Donc on écrit un entier 2, on peut appeler la fonction minute et renvoyer le from no. Donc on peut faire ce genre de choses, ce qui est assez pratique pour décorer des types existants. Ensuite, en Rust, il n'y a pas d'exception. Donc on a un type standard qui est result, qui est un type algébrique, qui renvoie OK et le résultat si l'opération s'est bien passée, ou erreur et l'erreur si le traitement s'est pas passé correctement. Et ensuite, on a la possibilité du coup de faire ce genre de choses. Donc on va pouvoir définir son propre type d'erreur métier, donc myError avec deux types d'erreurs, dont une qui prend une string. Ensuite, je vais pouvoir définir mon type myResult. MyResult systématiquement renverront une erreur de mon référentiel d'erreur. Puis après, on va pouvoir donc faire deux fonctions qui renvoient un résultat, une qui renvoie OK et A plus B, donc le résultat de l'opération,
et la seconde renvoie une erreur. Et puis après, on va pouvoir utiliser des constructions. Alors, on pourra faire de la programmation impérative, tout ce qui est plus classique, mais on va aussi pouvoir utiliser des idiomes un peu fonctionnels. Donc, en l'occurrence, là, on appelle do something 1. On va avoir sur le type result la possibilité d'appeler une fonction andzen qui va exécuter la lambda qu'on lui donnera uniquement dans le cas où le type result renverra OK. Donc, dans le cas où la fonction d'avant aura renvoyé un truc correct. Et on va pouvoir du coup utiliser mapr pour matcher le cas où on a une erreur. Donc c'est une bonne pratique en Rust quand vous écrivez des fonctions, d'essayer de tout le temps renvoyer des résultats. Et derrière, le compilo va vous forcer à matcher tous les cas possibles. Donc ça vous force à vérifier les erreurs et à pas être trop optimiste programmeur en fait. Donc ça c'est plutôt une bonne pratique. Et après, donc là ça paraît simple, mais en fait Rust c'est une vraie galère au départ en fait. Quand on commence Rust, la courbe d'apprentissage elle n'est pas toute douce en fait. On n'arrive jamais à compiler. Typiquement, au départ, on écrit des trucs comme ça. Donc au départ, quand on déclare une variable avec le mot-clé let, les variables sont immuables et il faut utiliser le mot-clé mute pour que la variable soit mutable. Donc là, en l'occurrence, je déclare une variable x mutable, je lui mets 0, je passe la référence de x à y, j'assigne 15 comme valeur à x et puis j'affiche le résultat. Et bien ça compile pas. Ça compile pas parce que le borrow checker il nous dit là ce que tu fais c'est que tu essayes d'assigner 15 à x mais tu peux pas parce que tu as donné c'est y qui est propriétaire de x en fait tu as donné l'ownership de x à y donc là j'accepte pas que tu fasses ça, c'est potentiellement pas safe. Donc en fait, on doit toujours, ça nous oblige à écrire un peu notre code différemment ou à scoper comme en dessous, parce qu'en fait quand on scope, y a un cycle une durée de vie qui est très courte et y est libéré à la fin de l'accolade et du coup c'est x qui récupère l'ownership. Et du coup, là, ça compile. Donc ça nous oblige à faire des hacks comme ça. Donc c'est un peu chiant au départ. On se prend souvent les pieds dans le tapis parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait, c'est pour notre bien. Et quand vous réussissez à compiler, vous avez un programme qui ne va pas finir par écrire sur de la mémoire qui ne lui appartient pas, ou vous n'aurez pas de problème de race condition ou ce genre de choses, c'est pas possible. Après, on peut aussi écrire ce genre de choses. Donc, on déclare une variable mutable x, on file une référence de x vers y, et puis on file une référence mutable de x vers z. Et là, il nous dit non, mais là, tu peux pas filer une référence mutable de x. Parce que globalement, il y a une des règles d'emprunt, donc il y a plusieurs règles, checkées par le borrow checker, qui dit que tu peux avoir plusieurs lecteurs, mais tu peux avoir qu'un seul écrivain. Donc systématiquement, le compilateur nous crie dessus. Il y a eu un gros progrès de fait sur les messages d'erreur du compilateur. Au départ, c'était un peu abscon et c'était pas tout le temps facile de comprendre ce qu'il voulait nous faire faire. Maintenant, vous voyez, il vous dit à la fin for more information about this error, vous pouvez faire rust-c, moment explain le numéro d'erreur, et là vous avez la doc avec des vrais exemples qui vous dit là quand tu fais ça, ça marche pas, et la bonne solution c'est plutôt d'utiliser ce pattern-là. Et du coup, vous apprenez un peu le langage si vous voulez pas lire la doc qui est quand même super fournie, mais qui est un peu longue. Après, un dernier truc, c'est que par défaut, on a ce qu'on appelle la sémantique de mouvement. Donc typiquement, quand on crée un vecteur de 3 entiers, 1, 2, 3, qui est donc v, une variable mutable, j'assigne v dans une autre variable qui est w, puis après, ensuite, je fais un push. Donc push, c'est pour ajouter un élément à mon vecteur.
Et ben là aussi, il me dit, non, t'as pas le droit parce que V, il a été mové dans W. Donc ce qu'il faut comprendre par défaut, c'est quand vous faites des assignations, en fait, Rust fait pas de copie. Rust fait que du move. Il fait des copies simplement, enfin uniquement quand vous implémentez le trait de copie pour dire explicitement au compilateur quand tu bougeras ce type-là vers une autre, quand tu feras une assignation, à ce moment-là, fais une copie de la valeur et pas un simple move. Ça aussi, c'est un peu déroutant, surtout quand on vient du monde Java. Donc nous, on a utilisé Rust pour 3 choses. Pour parser le code source à balle, donc de notre legacy, pour générer un métamodèle Rust permettant de recenser l'ensemble des structures de données. Donc ça nous a permis de lire les fichiers historiques et puis de charger la base. Donc ça, on l'a fait en Rust, mais on aurait pu le faire en Java ou en je ne sais quoi. Ensuite, on a fait un binaire pour créer le schéma, la structure de la base Postgres à l'image des structures de données historiques et donc lire et injecter les données. Et puis le gros du boulot, et c'est vraiment ce pourquoi on a choisi Rust, c'est écrire une librairie pour implémenter les 30 primitives d'accès aux données. Pour parser le langage, donc là on aurait pu prendre en Java, Antler ou un truc comme ça. On a pris une librairie qui s'appelle LLR Pop qui nous a permis de faire un parseur surfacique de code. Donc on n'a pas fait un compilo qui permet de parser toutes les instructions du langage. On a fait un compilo qui permet de parser toutes les structures de données du langage pour savoir comment sont structurés les fichiers séquentiels indexés. Donc sur la gauche, vous avez la définition d'une structure. Donc c'est avec l'instruction DCL, on déclare un buffer de 256 caractères, et puis ensuite on déclare des champs avec chacune leur longueur. Puis à la fin, comme en COBOL ou en genre de truc, généralement on rajoute ce qu'on appelle un filler. C'est du blanc parce qu'on n'a pas de alter table, et le jour où il faudra rajouter un champ, on le rajoutera à la fin et on sera content d'avoir eu de l'espace et on n'aura pas besoin de remouliner les fichiers. Donc on a fait un parseur qui permet de parser ce truc-là, de générer du code Rust, un peu comme vous avez sur la gauche. Et ensuite, à partir de ça, on a généré des espèces de DAO Java pour y accéder pour plus tard. Et puis on a fait donc notre binaire qui nous permettait de lire les fichiers historiques et de charger la base et de créer le schéma. Et puis le dernier truc qu'on a fait, qui était je pense le pan le plus compliqué de ce truc-là, de ce projet-là, c'est d'écrire le driver d'accès avec les 30 primitives d'accès aux données. Et donc là, Rust nous a aidé parce que on a pu, ce que vous avez sur la gauche, c'est un vecteur de pointeur sur fonction. Donc en fait, pour changer le driver, pour donner à la machine virtuelle à balle les fonctions qui implémentent chacune des primitives d'accès au fichier, c'était en C, et il faut lui filer des fonctions C qui répondent à une signature avec des paramètres bien particuliers, etc. Et donc là, on a de manière assez facile, on a un type qui s'appelle CVoid, qui est un type C qui est accessible en Rust, et on peut prendre des fonctions Rust, charger ça dans un tableau, on file ça, et dans le monde C, c'est assez transparent, il a l'impression d'appeler du C tant que la signature binaire de la fonction, elle a la même tête. Et sur la droite, en fait, vous avez 2 exemples de fonctions. Donc il y a tout un tas de directives. Donc on a une directive nomangle pour enlever le mangling de symboles, qui est un truc qui est fait en C quand on produit des binaires. On utilise le mot-clé externe C pour dire au compilo, quand tu vas me compiler ce truc-là, faut que dans le code binaire, ça ait la tête d'une fonction C, et puis après, on a tout un tas de types C. Enfin, on retrouve dans la lib des types standards qui sont des types compatibles avec les types C. Et si vous regardez la deuxième fonction dans l'encadré rouge, on a une fonction qui s'appelle pgup, qui permet de, quand on a ouvert un curseur, on est sur un row du fichier séquentiel, et puis on peut faire du up et du down.
Ce qui n'est pas trop naturel quand on est sur une base SQL à la base, mais c'est comme ça que ça marche, un séquentiel indexé. Ce truc-là, il prend en argument un buffer qui est de type pointeur mutable sur un caractère. Donc en fait, ce truc-là, c'est le pointeur vers le début de la zone mémoire où est allouée la structure qui va recevoir les données. Donc en gros, vous avez une structure dans le langage ABAL. La machine virtuelle, elle sait que la structure, elle fait 256 octets. Il va faire un malloc de cette structure et puis après, il va appeler du C pour remplir ça. Et là, du coup, le jeu, ça a été de recevoir ce pointeur-là, d'aller écrire dans la mémoire allouée par la machine virtuelle les informations lues depuis Postgres et que ça soit complètement transparent pour le runtime, de manière à ne pas modifier le programme d'origine, donc en étant iso-fonctionnel, iso-bug. Voilà, donc là on est à la phase où maintenant il faut mettre cette troisième étape en production. Le mot de la fin, c'est que c'était possible, que maintenant il va falloir s'attaquer au modèle de données pour le refactorer, parce que moderniser une application où vous avez des générations de développeurs différents qui sont passés avec un gros modèle de données avec 500 tables, on voit bien le poids des années. Et du coup, poser une appli Java classique avec du JavaScript au-dessus, c'est pas forcément tip-top, mais maintenant c'est possible de faire du refactoring et de faire des petits pas sans faire du Big Bang. Electron, c'est une techno vraiment sympa, mais si vous l'utilisez, faites attention à la sécurité, à pas faire n'importe quoi, parce que vous pouvez vraiment faire un aspirateur à virus. Et faites attention à la consommation mémoire, parce que c'est quand même assez gourmand rapidement. Et Rust, l'essayer, c'est l'adopter.